La défiance envers la classe politique est de plus en plus grande, tandis que la confiance envers les scientifiques est elle aussi de plus en plus grande. Alors faudrait-il confier le gouvernement à des experts? Cette question s'est posée particulièrement avec la crise du Covid. Mais cette question en réalité n'est pas tout à fait récente. On en trouve trace par exemple en 1871 lorsque Flaubert, le célèbre écrivain, dans une lettre à George Sand, explique qu'il est favorable à une aristocratie légitime. Et cette aristocratie légitime, c'est l'aristocratie du savoir. Le peuple, c'est une masse incapable. Les sachants, ce sont les seuls à qui l'on puisse faire confiance pour un gouvernement efficace. En réalité, cette idée-là, elle est même encore plus ancienne que celle de Flaubert. Elle est aussi ancienne que l'apparition de la démocratie. Mais pour ne pas aller trop loin, on va remonter simplement dans les années 1820, à quelqu'un qui s'appelle Saint-Simon, et qui avait proposé, dans un ouvrage qui s'appelle L'Organisateur, une organisation, justement, de la politique fondée sur la science. Pour lui, il fallait établir un gouvernement constitué de 3 assemblées successives, organisées de façon hiérarchique, et non pas de façon horizontale, comme c'est le cas aujourd'hui. La première de ces chambres, c'est la chambre d'invention, composée majoritairement d'ingénieurs. Leur travail, c'est d'inventer les idées qui vont servir le bien du pays. Comme ce sont des ingénieurs, ce sont des idées apolitiques qu'ils proposent, ce sont des idées qui sont non partisanes et qui servent véritablement le bien général. Ensuite arrive une chambre d'examen composée de mathématiciens et de physiciens pour l'essentiel, qui doit examiner la faisabilité des projets, voir concrètement comment ces idées peuvent être mises en place, mais aussi les budgéter. Enfin, arrive une chambre d'exécution composée des principaux industriels et entrepreneurs du pays. Leur rôle consiste à mettre en application les idées qui leur ont été soumises. Il y a donc un aspect hiérarchique entre ces 3 chambres et un aspect dynamique qui va de la théorie à la mise en pratique. Cette idée de Saint-Simon, vous ne l'aviez peut-être jamais entendue parce que finalement Saint-Simon est un peu passé de mode. Pourtant, ses idées et son influence n'est jamais passé de mode. Saint-Simon a eu une influence déterminante sur de nombreux sujets, mais notamment pour ce qui concerne la partie expertise au pouvoir, son influence est restée durable dans toute l'URSS, mais aussi dans toute la technocratie moderne. En 1921, en URSS, le comité pour la planification, qui s'appelle le Gosplan, a été fondé à partir des idées de Saint-Simon et dans le prolongement des idées de Saint-Simon. Ce Gosplan prévoyait des taux de productivité annuels, des quantités de production annuelles, etc., en fonction des statistiques qui remontaient du terrain. C'était une gouvernance véritablement par les nombres et par l'expertise, puisque c'était des ingénieurs qui étaient chargés au sein du Gosplan de préparer les objectifs annuels de production. 10 ans plus tard, en France, en 1931, suite à la crise de 29, c'est un groupe qui s'appelle le groupe X-Crise, fondé par des polytechniciens, d'où le nom X-Crise, qui est mis en place avec un objectif assez similaire à celui du Gosplan. Reprenant de façon directe et nommément les idées de Saint-Simon, les membres du groupe X-Crise prévoient de confier le gouvernement à des experts, à des ingénieurs et en particulier à des polytechniciens. Ces ingénieurs, qui sont dans la mouvance planificatrice d'ailleurs, ont pour objectif de réformer l'économie en la confiant à des gens qui y comprennent quelque chose. Parce que l'économie est de plus en plus compliquée et que les ministres de l'époque sont considérés comme incompétents. De ce groupe X-Crise vont naître des générations de hauts fonctionnaires, de ministres, mais aussi des refondations au sein des ministères français qui ont fait que la technocratie française est arrivée véritablement au pouvoir. L'Institut de la conjoncture, l'INSEE, l'Institut des études démographiques, tous ces différents instituts techniques ont été créés à partir de cette époque, à partir de ces membres du groupe X-Crise. Et d'ailleurs, on remarquera qu'en 2005, une nouvelle génération a formé un nouveau groupe qui s'appelait X-Sursaut, là encore, formé de polytechniciens, mais cette fois-ci, ce n'était pas la planification, donc une idée socialisante qui était dans leur programme économique, mais au contraire, le libéralisme. Ce qu'il est intéressant de noter à travers ces diverses expériences, c'est que, tout d'abord, l'expertise au pouvoir mène à ce qu'on appelle la technocratie. Or, c'est quelque chose qui est généralement, la technocratie, complètement détestée par ces mêmes gens qui appellent l'expertise au pouvoir. Et il faut bien comprendre que les deux vont de pair. Ensuite, il y a une chose qu'il faut remarquer. X-Crise était planificateur, on va dire de gauche pour faire simple, X-Sursaut, 70 ans après, est libéral, on va dire de droite pour faire simple. En d'autres termes, l'expertise n'est pas quelque chose qui traverse le temps de façon égale. L'expertise, ça a aussi une idéologie.
Et d'ailleurs, on remarque que, par exemple, dans les gouvernements italiens qui se sont succédés avec l'étiquette de gouvernement technique, tous ces gouvernements-là, qui étaient censés être composés d'experts à travers les décennies, sont en réalité toujours des gouvernements libéraux. Et le gouvernement actuel italien ne fait pas exception. Comment se fait-il que les gouvernements techniques soient systématiquement libéraux? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'expertise aujourd'hui, comme à toute époque, a des courants qui s'opposent au sein même de l'expertise. La science, ce n'est pas une vérité monolithique. La science, c'est une vérité en construction, avec des partisans de certaines théories, des partisans d'autres théories. C'est le cas dans la science qu'on va appeler la science expérimentale, la science dure. Par exemple la physique, où il y a pour faire simple les partisans de la physique quantique et puis les partisans de la physique relativiste, qui n'arrivent pas nécessairement à concilier leur vision. Mais c'est d'autant plus le cas dans les disciplines plus humanistes comme l'économie. Aujourd'hui, au sein de la recherche en économie, la tendance est plutôt néolibérale. Mais ça ne veut pas dire que ce soit la seule tendance économique qui existe. Simplement, la tendance néolibérale, académique, universitaire dans l'économie, eh bien, elle est marquée politiquement. Alors, c'est pas grave en soi, simplement, il faut en avoir conscience. En d'autres termes, on pourrait avoir un gouvernement d'experts économistes qui soit parfaitement planificatrice à gauche, pour le dire simplement, comme le groupe X-Crise des années 1930-1940, et puis on pourrait avoir de la même manière un gouvernement tout aussi expert, mais là néolibéral et donc à droite pour le dire simplement, qui rappellerait le groupe X-Sursaut des années 2005. En somme, l'expertise, elle est politique. Et ça révèle une conception un petit peu erronée qu'on a de la science. La science s'appuie sur des hypothèses. Ces hypothèses-là peuvent tout à fait être liées à des idéologies politiques. En économie, c'est particulièrement le cas, et c'est tout à fait normal. On n'a pas à reprocher à la science d'être plutôt libérale, plutôt socialisante. Il est logique que les chercheurs aient des hypothèses, parce qu'il faut bien partir de quelque chose pour construire une théorie. Simplement, il ne faut pas croire que la science est un bloc de vérité. La science, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui est en construction, qui se contredit elle-même à travers le temps. Ça fait partie des choses tout à fait normales de sa vie. Et puis la science, elle a une vocation très claire, c'est d'être descriptive. La science, elle est censée analyser les faits, analyser la réalité, analyser la nature, peu importe, mais analyser quelque chose qui est. La politique, en revanche, elle a une nature prescriptive. Elle est faite pour dire ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'il faut faire, il n'y a pas de vérité absolue sur ce qu'il faut faire. Ça dérive des opinions qu'on peut avoir, des conceptions du monde, des conceptions du bien qu'on peut avoir, et ça, il est normal qu'il y en ait plein qui s'opposent. Ainsi, lorsque les experts sont portés au gouvernement, eh bien, ils ont néanmoins une idéologie politique. Ce ne sont pas que des experts portés au gouvernement, ce sont des experts de métier, mais qui deviennent des hommes et femmes politiques lorsqu'ils sont portés au gouvernement et qui donc mettent en place une certaine idéologie politique. Parce qu'il y a des hypothèses, parce qu'on n'est jamais tout à fait à 100% au clair sur les théories scientifiques, parce qu'elles évoluent en permanence. Le philosophe politique Bertrand de Jouvenel expliquait ainsi qu'il y a une différence fondamentale entre un problème scientifique et un problème politique. Un problème scientifique, c'est un problème qui a une solution. C'est comme dans un problème mathématique. On part de l'énoncé, et puis on arrive à trouver x égale à 2. Lorsque x est égal à 2, tout le monde est satisfait par la réponse. Par contre, un problème politique, c'est un problème qui n'a pas de solution au sens propre du terme, parce que quelle que soit la solution qu'on peut lui apporter, elle ne satisfera pas tout le monde. Quelqu'un pourra toujours avoir quelque chose à y redire. Il n'y a jamais une évidence dans le choix d'action politique que l'on doit mener. L'action politique que l'on mène, on la mène parce qu'on a une certaine conception des choses. Mais cette conception-là, elle ne peut pas être universelle. C'est le propre même de la politique. Elle est diverse. Et croire que l'on va pouvoir régler les problèmes politiques par l'expertise, c'est ne pas comprendre la différence entre la science descriptive et la politique prescriptive. Les deux doivent communiquer, c'est une évidence, mais l'une ne peut pas remplacer l'autre.